Le Cambodge. Susadai, salut, bienvenue dans le royaume du Cambodge, toujours en roue libre. La plupart des gens qui viennent au Cambodge, c'est pour visiter les temples d'Angkor. C'est très joli, je vous conseille d'aller les voir. Mais moi je vais essayer de vous amener un peu plus loin, mais dans des endroits beaucoup plus rock'n'roll. Allez, c'est parti. Le tuk-tuk, c'est pratique, c'est pas cher et je prends l'air. Et là, je me dirige vers le premier skatepark au Cambodge. Bon, le skate au Cambodge n'a pas été créé pour la jeunesse dorée qui veut se la jouer californienne, mais plutôt pour les enfants des rues, délinquants, handicapés, toxicomanes en tout genre. Salut Ben. Salut Guillaume, bienvenue chez Skatistan Cambodia. Ouais, Skatistan, ça a été créé en Afghanistan, ça? Exactement, c'est commencé en 2007 à Kaboul. C'est Olivier, le fondateur, là, qui est arrivé d'Australie. Il est arrivé avec une planche à roulettes à Kaboul. Les gamins sont arrivés, ils ont dit « Ah putain, on veut essayer, on veut essayer ». Et il a commencé, il est rentré en Australie, il a acheté 10 planches, il est revenu, il a fait skater les enfants dans les rues. Il avait trouvé une fontaine désaffectée et donc il faisait skater les gamins dans la fontaine. De là, ensuite, en 2011, moi j'ai commencé des activités skateboard ici. Et c'est cette année, là, en septembre 2012, qu'on a ouvert le premier skatepark au Cambodge. Et les gamins, du moins les adolescents qui viennent ici, c'est différents horizons, souvent des enfants qui ont des problèmes, quoi. On s'occupe principalement des enfants vulnérables ou des enfants qui ont des problèmes, des choses comme ça. On est partenaire avec beaucoup d'ONG. C'est des gens qui s'occupent soit qui s'occupent uniquement de filles, soit qui s'occupent de personnes handicapées, soit qui s'occupent juste de gens qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école ou des choses comme ça. Donc le skateboard n'est qu'un outil en fait pour amener les gens plus loin. Dans un pays où le skateboard n'existe pas, quand tu es le premier à descendre d'une rampe comme ça au Cambodge, tu as confiance en toi et encore plus quand il y a des médias qui viennent parler de toi et qui te disent d'un coup tu deviens quelqu'un, tu deviens un peu un leader de communauté. L'enfant il arrive ici, vous lui fournissez le casque, les coudières, les genouillères, la planche. Exactement. Et il va rider. Exactement. Et puis free skateboard après pour se lâcher, pour s'amuser, quoi. Leur donner le sourire. Ouais, c'est bien. Après les gamins du quartier, le skatepark ouvre ses portes aux enfants handicapés. My name is Guillaume. Je m'appelle Guillaume. Il y a 17 ans, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis cassé la colonne vertébrale et depuis, le bas de mon corps est paralysé. Donc, je dois utiliser un fauteuil roulant. Je ne peux même pas me lever ou utiliser des béquilles. Tu n'étais pas triste après ton accident? Oui, bien sûr. J'avais seulement 20 ans. À l'hôpital, le docteur m'a dit « C'est fini, tu ne pourras plus marcher ». Bien sûr, c'est difficile d'avoir le sourire, mais la vie est belle, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens m'ont aidé. Après mon accident, j'ai eu la chance d'aller à Madagascar avec Handicap sans frontières. Et ça a été une vraie révélation et j'ai eu envie de voyager de plus en plus. Pour moi, c'est compliqué de faire du skate, donc je vais rider mon fauteuil avec vous dans les rampes. Mais les petites, hein. On y va ?
Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui compte, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Tétine. Wow. Oh, attention. T'es Superman, non? Je ne suis pas Superman, je suis super handicap mafioso. Je peux le faire, bien sûr. Bon, je prends une cartouche là-dessus. Tu crois que si je me mets en roue arrière, je vais glisser? Là, c'est sûr. Je me jette, je vais droit au carnage. C'est sûr, je me connais. Putain, attends, je suis là, il faut que je me jette quand même. Ah, attends. Allez. Wow. C'était prévisible. Hein. J'avais les mêmes moites, c'est pour ça. Il fait trop chaud au Cambodge. Ben avait assuré, il m'avait accroché au fauteuil. C'est pour ça que je suis pas parti. Bien joué, bien joué. Okum. Okum. Is a candy shop. Ta, 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 ta. Je rejoins mon copain Bot à l'atelier DJ. Les sessions de skate sont couplées avec une activité artistique. Photo, danse, hip-hop, graph ou DJing. Bah t'as pas besoin de moi, je suis sûr, mais bon, pour l'esprit quoi. Je t'ai vu à l'atelier DJ et au skate. Tu préfères quoi? DJ? You are crazy. T'es un malade. Je t'ai vu sur la grande rampe, tu la descends tout seul. Ça te fait pas peur? Si, j'ai eu peur. Ah, t'as eu peur. Comme moi sur la grande rampe. Okum Tom Tom. Okum Tom Tom. Thank you. Take care. Et j'ai vu ce matin, les éducateurs sont Khmer. Ouais. On a trois instructeurs Khmer qui skatent très très bien et qui font partie de la communauté. Donc avec les enfants, ça passe merveilleusement bien, quoi. Je dirais, après 1 an et demi déjà, on arrive déjà à ce résultat où on n'a plus besoin d'avoir d'occidentaux dans le skatepark pour apprendre le skateboard. Donc c'est énorme, c'est bien. Ouais, c'est déjà une grosse réussite pour nous. I saw you before, Je t'ai vu tout à l'heure donner des conseils aux gamins pour le skate. Oui, je suis prof de skate. There is a lot of girls, Et il y a beaucoup de filles qui font du skate au Cambodge? in Cambodge. Oui, beaucoup de filles. Many girls. And now you. Et maintenant, tu es make DJ aussi. too. Oui, je suis DJ depuis 3 mois. What kind of Tu aimes quel genre de musique? Surtout le hip-hop. Hip hop. And after you like. Et plus tard, tu voudrais être DJ professionnel? DJ or something like that? Oui, j'aimerais bien travailler en tant que DJ. For you. Why not? J'espère pour toi. Possible. Everything Pourquoi is pas? possible. Tout est possible. You're the only one En fait, skating tu es la and DJ seule girls in skateuse Cambodge. DJ du Cambodge. Oui. សូមរូបខ្ញុំជាមួយដែលឯកាតឲ្យរូបខ្ញុំនេះធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចចាស់ចេញពីភាពសោកកាទៅធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចផុតព្រួយ Easy. Perfect. Je suis impressionné par tous ces gamins qui, malgré leur handicap, se jettent dans les rampes. Ben m'a confié que c'était les plus casse-cou. Ils se posent pas de questions. Chacun se débrouille avec son handicap et sa planche à roulettes. C'est pas du rattrapage de mobilette ça? Je m'y connais pas. En roue libre? Bon, mais mettez-moi 1 ou 2 scarabées, 2-3 tarentules et des larves de chenilles. Allez, soyons fous, des sauterelles. Good, good, good. C'est super bon. Du criquet, je pense. Petit criquet. Bienvenue au Cambodge. Je prends la direction de Pursat, une ville située sur un affluent du lac Tonlé Sap.
un moyen de transport très original au Cambodge, c'est les trains de bambou. J'en avais entendu parler. Là, je suis à Pursat, devant la station numéro 1, et j'attends qu'il arrive. Ok, 1, 2, 3. Okay. Akun. But take Mais care, be careful. fais attention. Ça va, j'ai un frère, regarde. Look. Bon, ils appellent ça le train de bambou, mais c'est plus le train de bois. Parce que le bambou étant trop fragile, maintenant ils mettent des planches de bois pour pouvoir transporter jusqu'à 3-4 tonnes de riz et jusqu'à 20 personnes. Le conducteur a un manche en bambou relié à l'accélérateur. C'est la seule partie en bambou du wagon. La majorité des trains de bambou sont à Battambang, mais là-bas c'est pour les touristes. Tandis qu'à Pursat, ça permet aux locaux qui viennent des montagnes de venir ici faire le marché. J'ai la chance d'être un des derniers voyageurs en bamboo train, car dans 3-4 mois, la ligne de chemin de fer sera réhabilitée. Il y aura des nouveaux wagons pour transporter les voyageurs. Donc plus de bamboo train. Sachant qu'il n'y a qu'une voie, quand deux bamboo trains vont se croiser, une règle s'applique qui est très logique. C'est le bamboo train le moins chargé qui doit quitter la voie. Il y a un train de bambou qui arrive en face. C'est de bonne guerre, je descends. Bakoum. C'est trop fort. One more? Il y en a un autre? Un bamboo train peut en cacher un autre. Mon chauffeur vient de me dire qu'il y en a un autre qui arrive. On est obligé d'attendre. On attend qu'il passe et on reprendra notre voyage. Ok. Akoum. Ben voilà, je suis arrivé à la station numéro 2, c'est la fin de ce voyage en train de bambou. Je suis content de l'avoir fait, parce que dans 3-4 mois, il n'y aura plus de train de bambou. Et en plus, c'est la fête à la station numéro 2. Hop, hop, hop. Et pour la première fois au monde, vous allez voir un transfert d'un bamboo train à un tuk-tuk, du jamais vu. Ça, c'était cadeau. Akoum. Je quitte la station numéro 2 en tuk-tuk pour remonter vers le lac Tonlé Sap.
suis sur la rive du lac Tonlé-Sap et je vais prendre un bateau pour aller au village de Kampong Long. Avant de partir sur le village flottant, je dois mettre mon nom sur un registre du tourisme. Et ce qui est assez drôle, c'est que la dernière personne qui est venue, c'était il y a plus d'une semaine. C'est bon, t'inquiète pas mon ami. Akoum, easy. Le Tonlé-Sap est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Relié au Mékong, il permet de réguler naturellement le niveau du fleuve. Son volume peut être multiplié par 70 entre la saison sèche et la saison humide. On estime que 3 millions de personnes vivent sur les rives et sur le lac, dont les eaux sont particulièrement riches en poissons. Le village de Kampong Long est un des nombreux villages flottants de Tonlé-Sap. Beaucoup d'agences de voyage proposent des visites de villages sur la rive nord, près d'Angkor. Kampong Long, moins accessible, est encore préservé du tourisme de masse. Hello. Toutes les maisons sont pas reliées entre elles. Ça va être pire que le désert, pire que la neige. Ça va être galère. Ok. Ok. Akun. Akun. Ok, guys. Akun. On se voit demain, salut! Yo. Cambodia? Vietnamien? Vietnam, Vietnamien? Cambodia. Cambodia? Cambodia ou Vietnam? Yes. Tout. Tout. Cambodia, Vietnam. Together. Cool. Ouais, Oh, oh le bâtard! Ça fait 17 ans que je suis en fauteuil roulant. C'est la première fois de ma vie qu'il y a un chien, il vient me pisser sur la roue. Bienvenue sur le village flottant de Kampong Long. Welcome. Il n'y a pas grand-chose à faire à Kampong Long. Le pouls du village bat doucement, et la nonchalance de ses habitants n'est pas étrangère à son charme. Hood. Enchanté. Nice to meet you. Guillaume. Hood. Lei Kong Hood. Oh là 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 là. Là, je crois que j'ai affaire au champion du village flottant. Oh, elle va l'eau. Fuck. Il y a qu'un truc qui me fait stresser, j'espère qu'à la fin de l'après-midi, ils vont pas me demander de l'argent. Sinon, je suis mal barré. I can try again, please. Please. Putain. Ça me rappelle Las Vegas. Voilà, je fais un truc de malade. Hein. Parce que moi, j'ai appris à jouer à Las Vegas. Hein. Oh putain. Oh. Je vais aller faire un tour de barque dans le village avec mes nouveaux potes. Waouh! Beau gosse! Ok. Ok, easy, easy. Ok. Ok, my friend. Oh. Ok, Akoum. Tout flotte ici, même l'église. C'est un village vietnamien et la plupart sont catholiques. Et là, je parle doucement parce que c'est l'heure de la sieste. L'école est juste à côté, je vais y jeter un œil. Excellent, tu t'approches. Good. Hello. Ça va? Bon, je crois que les cours sont finis là, c'est l'heure de la récréation. Fin de la récré, tout le monde retourne en classe. Et sérieusement en plus. Après l'église et l'école, commissariat flottant. Au premier abord, ça a plus l'air d'une poissonnerie qu'un commissariat, mais bon. Police, here? C'est le commissariat de police ici? Police station? Ça sent le poisson ici. Hein. Oh bâtard. Ils sont marrants les flics ici. Ils ont
Un crama autour de la ceinture, en jupe, tranquille. Il fait tellement chaud. Trop chaud pour porter l'uniforme. You have a boom boom? Non. Ils ont quand même l'uniforme et les menottes. Vous êtes combien de policiers? 1, 2, 6. 6? Ok. Ils n'ont pas l'air d'être débordés par le travail ici. Je pense que le taux de criminalité dans la ville flottante est inexistant. Le commissaire central, le bateau à côté pour les interventions. Thank you, bye bye. Oh les matelots, ça va? Bien? Ok? Good? On continue la balade au fil de l'eau, mes compères me laissent la barre un moment. Je suis surpris par la taille du village. C'est une vraie petite ville, avec tous les commerces imaginables. Boutiques de téléphone, épiceries, stations-service, chantiers navals. Les habitants de Kampong Long vivent sur le lac toute l'année. Le village se déplace en fonction du niveau de l'eau. La plupart des gens ici viennent du Vietnam. Ils se sont installés après l'intervention de l'armée vietnamienne pour chasser les Khmers rouges. Ils ont quitté les zones de pêche surexploitées de leur pays, bien souvent en naviguant sur le Mekong avec leur maison. L'avantage principal étant de ne pas avoir de terrain à payer pour s'installer. Combien de personnes vivent sur le village? Combien? De personnes? 1, 2, 1000, 500 000? 2, 1. La barrière de la langue, c'est assez compliqué parfois. Moi je dis 2000. En fait, la commune de Kampong Long totalise environ 7000 habitants, répartis sur 5 villages. Attention le chien. Attention le chien. Je crois que je commence à m'habituer à être sur l'eau. Finalement, on peut s'adapter à tout et vivre n'importe où. La nuit tombée, le village est envahi par les moustiques. Un vrai festin pour les geckos. Moi, je suis plutôt le plat de résistance des moustiques. J'ai déjà dormi dans des bateaux, dans des maisons, mais dans des maisons qui flottent, c'est la première fois. Bonne nuit. Putain, le matelas, comme il était dur. Il est 6 h du mat, le village flottant se réveille tranquillement. Bon, à 4-5 h du mat, il y a quand même des moteurs qui ronronnaient, des vaillants qui partaient à la pêche. Thank you, Captain Hoot. À bientôt. Bye bye. Salut. Akun. Je dois avouer que je ne suis pas mécontent de quitter le village, même si mes copains vietnamiens ont été adorables avec moi. Les Khmers sont les fanats de boxe. Il y a des combats toutes les semaines. Donc là, je file au CTN Boxing Arena en mobilette. Rakoum. Les salles de boxe appartiennent aux chaînes de télévision qui retransmettent les rencontres. C'est un sport très populaire au Cambodge. Il y a des combats tous les week-ends. J'avais déjà eu l'occasion de voir des combats de boxe thaï à Bangkok, en Thaïlande. Mais pour la boxe khmer, c'est ma première fois. Plusieurs combats s'enchaînent à un rythme effréné. L'ambiance est survoltée. Pieds, poings, coudes, genoux. Les boxeurs ne se font pas de cadeaux. Les tribunes sont pleines. Sans doute aussi parce que l'entrée est libre. Et comme souvent en Asie, c'est le paradis des parieurs.
La chaleur, le cri des spectateurs, la musique assourdissante. J'aimerais vraiment pas être à leur place sur le ring. Tout le monde connaît la boxe thaï, la boxe mer un peu moins, et le bokator c'est collector. Le bokator c'est un art martial traditionnel cambodgien qui redevient à la mode depuis quelques années. Bon, avant de rentrer sur le tatami ou sur le ring, la règle numéro 1, enlever ses chaussures. Salut Derek, ça fait longtemps que tu vis au Cambodge? Ça va faire 3 ans bientôt. Et 3 ans que tu fais du bokator? 3 ans que je fais du bokator aussi. Ouais. Je fais la boxe mer et le bokator. C'est quoi la différence entre la boxe mer et le bokator? La boxe mer, on va dire, c'est la version sportive. Donc les frappes sont basiques, on va utiliser très peu de technique. Alors qu'en bokator, il y a énormément de techniques. Le maître, il en référence plus de 10 000. Donc quand on compte les techniques avec armes à main nue, de projection, de clés, de genoux, de coudes, il y a vraiment un potentiel énorme au niveau des techniques. Tu me dis bokator, il y a des armes, c'est quoi les armes? Ils utilisent les armes que les paysans utilisaient autrefois. D'où ce qu'on dit, c'est un art martial traditionnel. Ça a été créé il y a combien de temps? Ça remonte à plus de 2000 ans. Après, il n'y a pas de date exactement, vu qu'ils ont tout perdu les écrits pendant la période de Pol Pot. À la base, ça a été créé par les fermiers pour défendre leur bétail, des animaux dans la jungle. Et puis maintenant, on essaie de faire renaître l'art qui a été un peu... Donc tu me dis des bâtons, le fléau. J'ai même entendu, il y a une technique avec le foulard. Le krama. Donc ça, c'est utilisé pour reconnaître le grade et c'est aussi utilisé comme arme. Donc il y a plusieurs techniques pour immobiliser l'adversaire, l'étrangler avec ce foulard justement. Parce qu'au Cambodge, vous voyez souvent quand vous allez dans les provinces, les gens ils ont souvent un krama sur l'épaule ou entouré. Ils s'en servent pour la chaleur, soit pour mettre un bébé dedans, pour chasser les moustiques. Multifonction le krama. Multifonction. Même pour la boxe. Pour la boxe, partout. Pour le bokator. Donc tu enseignes la boxe mer ou le bokator? Oui, j'enseigne la boxe mer et le bokator dans un autre endroit. Puis je combats aussi dans les deux disciplines. Tu arrives à vivre du bokator ou de la boxe mer? On ne peut pas en vivre, les primes de combat elles sont trop petites. Quoique maintenant avec le MMA, les primes commencent à monter, donc peut-être qu'on va pouvoir en vivre avec le MMA. J'ai vu, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même des filles dans... Ouais. Vous avez combien de filles dans ce club-là? Là, actuellement, on a 4 filles. 4 filles, donc une qui combat en boxe et en bokator. Et bientôt en MMA aussi. J'ai commencé le bokator début 2008. Il y a beaucoup de filles qui font du bokator? Non, pas beaucoup. Autrefois, les filles faisaient la guerre pour protéger le pays. Elles faisaient des métiers d'hommes. Elles pouvaient tout faire. Je veux montrer aux filles d'aujourd'hui, à la nouvelle génération, qu'elles doivent être fortes comme des hommes. Ne pas juste rester à la maison et s'occuper des enfants. Elles peuvent faire tellement plus. Carrément, je t'ai vu à l'entraînement. C'est fou, tu es super forte. Oui, mais je ne suis pas assez forte. Je dois m'entraîner encore et encore. Le bokator, ça plaisante pas. Pour l'histoire, c'est seulement d'entraînement. Les gars ont aucune protection et ils se mettent de vrais coups. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je vous fais confiance, les gars. Derek, tu t'es déjà tapé à l'entraînement ou en combat avec un mec en fauteuil comme moi?
Non. Jamais? Bon, ça fait plaisir. Première fois que Derek il tape un mec en fauteuil. Et c'est qui le premier? Il est là. Cool. Non, c'est à toi. Fais gaffe, mec. Oh, oh. Au Bokator, on fait pas dans la dentelle. Derek me donne rendez-vous à Ratanakaisan, sur notre club situé en pleine campagne. Et c'est parti pour une dizaine d'heures de bus. Je quitte Phnom Penh et sa cohue de mobilette et tuk-tuk pour me mettre au vert à l'extrême nord-est du pays, dans le Ratanakiri. Après de longues heures de route, j'arrive enfin à Banlung, sur les hauts plateaux de Ratanakiri. Pierre-Yves, un Français installé au Cambodge, a monté un petit club de boxe avec Derek, dans cette lointaine province. Alors Pierre-Yves, c'est toi qui as créé le club? Oui, c'est moi, avec Derek, qui était le vrai support technique de tout ça. Et là, je suis assez content du résultat. Là, il y a plein de jeunes qui donnent des gnons, qui suent, tout ça dans une bonne humeur. Même avec des résultats en compétition maintenant. C'est le seul endroit où les jeunes de la province, quelle que soit leur origine, leur condition, peuvent faire du sport gratuitement. Tu vois, Derek, il est considéré comme un boxeur ici, pas comme un étranger qui boxe, pas comme comme un boxeur. Il est qu'avec la mère, il a une attitude humble de boxeur normal, et voilà, il est à l'aise, il a ses copains cambodgiens. En fait, c'est moi qui l'ai présenté aux étrangers qui habitent au Cambodge. Et en général, il les fuit, c'est pas sa tasse de thé. Il est là pour s'entraîner, ce qui l'intéresse, c'est le Cambodge. Et t'as vu, il a des tatouages rituels, pas pour la frime, mais parce qu'il est vraiment pénétré de cette culture. Il est passionné. C'est vrai que c'est pour ça que vous l'appelez le Khmer Rouge. On l'appelle le Khmer Rouge. C'est bon ça. Au début, il a trouvé ça dur parce qu'il venait du kung-fu et ici ça cogne dur. Ouais. Mais il a réussi à trouver sa place, à améliorer ses points en particulier. Donc voilà, maintenant on a une belle machine à cogner. En plus, là, on est au milieu de la nature, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est à la Jean-Claude Van Damme. Exactement, c'est à la Jean-Claude. Ah, attends, remettez là. Oh putain, je pars. C'est à la cambodgienne, quoi. Right. Mat. Right. Mat. Up go. Up go. Up go. T'es bouge pas. Bouge pas l'enfoiré. Bon, l'entraînement c'est fini maintenant, je passe sur le ring. Bon, forcément, comme j'ai pas trop l'habitude, j'ai choisi le moins costaud. Attends. D'accord, un coup. Je fais une petite droite à un moment. Moi, comme ça là. Mais ça va. Oh, moi, je suis plutôt Bokator. Un coup. J'ai la chance et le privilège d'être invité au mariage de Sai Bouten. Sai Bouten, c'est un boxeur super reconnu au Cambodge. C'est un peu le Mike Tyson cambodgien. Le seul souci, c'est que le mariage au Cambodge commence super tôt. Il est 7h du matin. Merci Pierre. On a les mêmes fruits tous les deux, on doit marcher côte à côte. D'accord, c'est des offrandes. Ouais, c'est des offrandes. Ouais. Oh, ça va? Et t'as bien? Les mariages cambodgiens sont très codifiés. C'est une succession de rituels, tous plus mystérieux les uns que les autres pour le non-initié. Les offrandes ont un rôle très important. Le nombre de plateaux détermine la valeur du mariage. Pour le mariage, il y a une soupe traditionnelle, le baba khmer.
C'est une soupe de riz, c'est très bon. T'as l'habitude de manger des babok mer? Ah bah oui, j'aime bien ça. Même ton mariage, il y en avait? Oui, il y en a à tous les mariages, c'est la tradition. En fait, il y a un peu de tout. Soja, riz, tripes, champignons, crevettes. Alors, tous les convives qui portent une offrande reçoivent ça. Et à l'intérieur, il y a de l'argent, ça? Ouais, 600 riels. 600 riels. C'est très peu d'argent, hein, c'est même pas un franc d'avant. Et c'est pour porter bonheur. Plié comme un cœur? Comme un cœur. 600 riels. Dans la pocket. Ben voilà, la première partie du mariage touche à sa fin. On a tous rendez-vous ce soir pour la grande fête. C'est parti pour le deuxième round. C'est vraiment un gros mariage, avec plusieurs centaines d'invités et une véritable débauche de nourriture, le tout bien arrosé. C'est plutôt bon enfant, même si la musique est un peu hostile pour mes oreilles. C'est cool les mariages cambodgiens. Tu prends des fruits et tu les jettes sur la marée. La fête va durer encore longtemps, mais les chanteurs et les danseurs ont eu raison de moi. Je rentre me coucher. Ça fait longtemps que tu es au Cambodge? Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Je suis arrivé en 92 comme casque bleu avec l'armée française. Puis ça m'a tout de suite plu. Le côté, il y avait une beauté très sauvage à l'époque, un sentiment un petit peu d'insécurité qui ajoutait, qui donnait du piquant à la vie. J'imagine, il y a 20 ans, le Cambodge, ça devait être dingue, c'était quasiment le Far West asiatique, quoi. Voilà, c'était ça, c'était l'impression qu'on en avait. En même temps, il faut relativiser, c'était pas vraiment dangereux. C'est un pays qui sortait d'une guerre. Les gens, ils avaient plus envie de rencontres que d'autres choses. Donc on se donnait, nous, à bon compte, l'impression d'être des aventuriers. Mais en fait, un sourire suffisait à désarmer toutes les situations. Alors, j'ai fait un petit peu tous les métiers, mais le tourisme est resté un leitmotiv. Et donc j'étais toujours guide. Quand on avait besoin de moi, on m'appelait, on m'envoyait un fax si on arrivait à me joindre. Et j'emmenais les gens là où les guides cambodgiens n'allaient pas. Ce qui, à l'époque, était tout le Cambodge. Sauf Angkor, ça a été magique. J'arrivais dans la forêt sous la pluie, on écartait les branchages et on tombait sur des statues sublimes, comme on avait vu dans les bouquins. Donc le Cambodge, pour moi, ça a toujours été ça. Ça a été la découverte des provinces, des habitants des provinces qui sont souvent pauvres, mais qui ont une générosité formidable. Le Ratanakiri, c'est l'endroit où il y a le plus de minorités? C'est là qu'on a la plus grande diversité culturelle. Il y a 12 ethnies au total. Donc ce qui était vraiment très intéressant à découvrir. Et là, les Krug où tu vas m'amener, ils vivent de quoi? Les Krug sont des chasseurs et des agriculteurs sur brûlis. Ils font face eux aussi à des problèmes importants. De semi-nomades, ils sont devenus sédentaires pour la plupart. Et des sédentaires qui doivent sans cesse défendre leur partie de forêt, leur terrain cultivé. Et puis maintenant, on va partir en forêt, on va aller voir les célibataires Krug. En fait, là, ils font une fête de funérailles. En fait, là, il y a son fils de 22 ans qui vient de mourir. Accident de moto.
Tu vois, ça c'est des choses qui n'arrivaient pas avant en fait. C'est la moto, tout ça. 37. Ah ben voilà, ouais, je le connaissais. Il est mort il y a 28 jours, il a été enterré et là c'est une des fêtes qu'on fait pour accompagner l'esprit du défunt quand il part dans l'au-delà en fait. Ah ouais, on va faire qu'on boive à la jarre. Ça c'est une jarre qui est faite avec du riz, de l'écorce de riz. Ouais. C'est mis à macérer avec un fond d'alcool et des ferments. C'est fermé d'un seau de boue et on le conserve pendant une certaine durée. Et ensuite on l'ouvre, on remplit d'eau, on attend un petit peu et on boit comme ça. Je vois que c'est l'habitude. Ah, c'est une vieille habitude. Et puis chez les Krung, on a de la chance, c'est les maîtres brasseurs. C'est eux qui font la meilleure bibine. Il est bon de commenter, de dire si c'est amer, sucré. Celle-là, elle est un petit peu de sucré amer. D'accord. Pas mauvaise. Attends, je vais essayer. C'est vrai que c'est assez sucré. Celle-ci, j'ai pas goûté là encore. Et donc ça se boit quoi. C'est pas répugnant. C'est comme une bière de riz un petit peu. Ouais, voilà. Tant qu'il reste de l'eau dans le godet, il faut que tu boives. Et après, ça passe au tour du suivant. D'accord. À moins qu'il soit décidé qu'on en prenne 3 ou 4 d'affilée. Et des fois, dans des grosses cérémonies, tu vas avoir 40 jarres et on doit faire ce qu'on appelle la route des jarres, c'est-à-dire qu'on commence de la première à la dernière. Et à chaque fois, on donne un avis motivé sur la qualité, le goût. Comme la route des vins chez nous en fait. C'est exactement ça. On a les mêmes références culturelles. Tu viens souvent comme ça dans les villages ? Je venais très souvent avant et là je suis venu pour vous parce que je regrette un petit peu ce que c'était avant et j'ai du mal maintenant à y revenir. T'as vu qu'ils sont cool les Krung ? Non, ils sont super cool. Boire à la jarre est une activité très importante pour les Krung. Elle accompagne tous les moments de leur vie sociale. Le village a un petit côté hors du temps, assez paisible, qui n'est pas pour me déplaire. Oh, il est handicapé le pauvre. Regarde le pied qu'il a. Oh si, les gaillards. Dans tous ces villages, on est animiste et quand on a un problème, c'est que les esprits sont fâchés. Et donc pour les amadouer, il faut sacrifier un animal. Quand c'est un gros problème, c'est un gros animal, donc un buffle. Donc le buffle, il est attaché le soir à ce poteau. Et au matin, on va sacrifier le buffle à coup de coupe-coupe. Donc d'abord, on lui tranche les jarrets, puis après, on lui perce le cœur. Donc c'est celle-là, la maison de célibataire. Les Krung sont connus pour leurs pratiques sexuelles prénuptiales plutôt libres. À l'adolescence, les jeunes filles se font construire par leur père une maison de célibataires qui leur permet de recevoir discrètement des garçons en attendant de trouver un mari. Les jeunes garçons bâtissent eux-mêmes leur maison en hauteur, parfois jusqu'à 6 mètres, pour prouver leur habileté de constructeur et leur courage. À ma grande tristesse, c'est que les maisons de célibataires filles ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Bah là c'est pour le garçon, donc en l'occurrence, tu aurais une dérogation. Bon, ça va. Il te la ferait directement par terre, celle-là. Ouais. Ce qui t'intéresse, c'est là-bas, toi. Mais elle est aussi haute. En fait, la maison, c'est vraiment une cabane, c'est seulement un couchage, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que comme tu vois, il n'y a rien pour faire la cuisine. Ils restent dans la famille et ils y vont que pour dormir. D'accord. Ça dure combien de temps alors ? Plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années ? C'est ça, il faut le temps de trouver l'âme sœur. Donc ça, c'est éminemment variable, ça. Bien sûr. Et une fois que la cabane est construite, ils peuvent inviter le nombre de personnes qu'ils veulent. Elle est à l'écart de la maison familiale, donc ils ont toute l'intimité dont ils ont besoin. Donc ils reçoivent absolument qui ils veulent et autant de personnes qu'ils veulent. Il y avait une jeune fille, je me souviens, il y a quelques années, qui se vantait d'avoir reçu 40 visites à sa petite cabane. En combien de temps ? Sur une saison à peu près, ça fait réfléchir. Pas mal. Elle devait être sacrément jolie alors. Belle santé. Belle santé. Bah, ils sont jeunes en général. C'est quoi la moyenne d'âge ? Oui, alors les jeunes filles ici, elles commencent à chercher un mari aux alentours de 15 ans. Ah, bah voilà le célibataire qui revient là. Il vient de la ville. Ça fait comme ça, il va pas rester longtemps célibataire, tu vois. C'est un peu le principe. Là, on va se diriger vers une chute d'eau pour gagner un peu de fraîcheur. Avant, il n'y avait que de la forêt. Maintenant, on a des pépinières et des maisons partout. Plantation de manioc, là. Le manioc, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la terre. Avant, c'était un tout petit sentier où on avait vraiment beaucoup de mal à progresser. Là, on dirait la transamazonienne avec tout ce qui va autour.
Voilà le bulldozer justement qui a fait la route. Avant, c'était un petit coin de paradis avec des arbres tout autour. On arrivait par là, on descendait dans... ça fait une espèce de petite crique en bas qui est toujours là, mais c'est plus pareil. Il y a des ouvriers qui ont balancé de la merde dans tous les sens. C'est plus ce que c'était. Et ça, c'est un de mes crève-cœurs. C'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter mon métier de coureur des bois précédent. Le développement au Cambodge n'est absolument pas encadré, donc la population peut s'approprier les terrains de forêt en brûlant simplement, puis après en plantant des anacardiers ou des EVA pour prouver son droit à la propriété. Et c'est fait de façon industrielle par des compagnies à qui le gouvernement accorde des concessions. Les éléphants, qui sont des animaux migrateurs, disparaissent, les tigres disparaissent, tout disparaît en fait. Les minorités qui vivaient dans ces régions-là, d'hommes libres dans la forêt, deviennent les coulis des nouveaux propriétaires des lieux, qui sont en général des Vietnamiens et des Coréens, ou des riches Cambodgiens. On peut bien sûr pas tout protéger. Le développement d'un pays, surtout comme le Cambodge, nécessite qu'on fasse des coupes sombres dans la forêt, je suis le premier à le reconnaître, mais il faudrait arriver à préserver vraiment certaines zones. On a des problèmes forcément quand on déforeste à une telle échelle. C'est un des problèmes majeurs du Cambodge contemporain. Qu'est-ce qui se passe dans la cabane? Alors là, il y a quelqu'un, il y a un génie qui est rentré dans son corps et donc ça va pas bien. Une espèce de cas de possession. Je pense qu'il vaut mieux pas trop s'en mêler non plus parce qu'après, tout ce qui touche au génie et tout ça, faut pas enfreindre des tabous. Mais ouais, non, on va pas y aller, hein, ça c'est... Je sais pas ce que je on peut aller voir. Allons voir. C'est quoi cette histoire de génie là? J'ai pas trop compris. Elle avait bu et il y a un esprit qui est rentré en elle. Et c'est mauvais ou c'est bien là? Là, je pense pas que ce soit bon. Merde. Faut pas qu'on fouche le souk, nous, en y allant. Ouais, on va rester là. Proximité, mais pas trop près. Elle doit être à l'intérieur de la cabane. Voilà, il y a une espèce de chaman là, qui va chasser le génie du corps de la possédée. D'accord. C'est la dame qui arrive là? C'est elle, c'est elle. Elle va pas bien. Mais derrière, ils lui font mal, hein, on dirait. Je sais pas, il la tape contre un arbre. Pour les Krung, boire à la jarre accroît le risque de possession par un génie de la forêt. Vu de l'extérieur, cette jeune femme semble avoir un peu abusé de l'alcool de riz. Mais pour eux, la possession ne fait aucun doute. Tout le village participe à son exorcisme. Mais notre présence irrite le mari de la possédée, lui aussi influencé par la jarre. Le mari de la possédée nous a chassés un peu brutalement, malgré l'autorisation du chef du village de nous approcher avec la caméra. Tout ce qui concerne les génies est tabou chez les Krung. L'exorcisme se poursuivra avec un sacrifice de cochon. Quant à moi, je finis la soirée avec Pierre-Yves et des villageois qui nous invitent autour d'une jarre pour célébrer la récolte des noix de cajou. Il y a toujours quelque chose à fêter chez les Krung. Ici, on dort dans des hamacs. C'est un peu compliqué pour moi. On m'a proposé une natte sur une planche en bois, mais trop dur la planche en bois. C'est ni de la pelouse ni du sable. Donc je préfère dormir en 4x4. Comme ça, au moins demain, je serai en bon état. Allez, bonne nuit. Il est 6 h.
Je me réveille doucement. Le village aussi. Le chef du village nous conduit au cimetière pour honorer les morts. En particulier Spock, un ami de Pierre-Yves. C'est un bon entraînement le matin. Jusqu'ici, le chemin est pas trop fracturé. Nous allons déposer des offrandes de cigarettes et verser de l'alcool de manière rituelle sur les tombes. Tu vois, ce garçon aimait la musique, c'était à lui. Donc il est parti avec. On le met dans sa tombe. C'est là qu'est enterré mon copain Spock avec qui j'ai été en forêt quelques fois. C'est une dame de la famille qui pleure derrière. C'est triste quand même. C'était la maman qui pleurait là. Je sais pas trop quoi dire. La maman du défunt tu vois pas, t'entends juste ses pleurs, c'est pas. Elle nous a accompagnés, elle a procédé à des incantations rituelles, avec lui en plus son chagrin de mère, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'elle pleurait. Alors là, il y a une autre tombe un petit peu plus ancienne. Là, la personne a conservé son vélo. Et vous avez des choses qui ressemblent un petit peu à des champignons, à des girolles en fait. C'est des représentations de B-40 ou de RPG-7, des roquettes anti-char. Ça permet de protéger la tombe. Le chef, il m'a dit que c'était la tombe d'une fillette de 10 ans qui avait accompagné ses parents pour chercher des pierres semi-précieuses sur une colline là. La pauvre petite, elle a été écrasée et ensevelie vivante dans la galerie de mine. Et ils l'ont mise dans le cimetière ici, avec son vélo et voilà quoi, pauvre petite fille. La vie est dure souvent ici. Je vois toutes les tombes, elles sont accompagnées d'une jarre à chaque fois. Chaque tombe doit avoir une jarre. En général, on la casse, le fond est cassé pour qu'elle ne serve plus jamais. D'accord. Et elle accompagne le mort dans l'au-delà. Et ben voilà, c'est fini pour mon voyage cambodgien. Et je le finis ici, dans ce petit village Kron, au petit matin, avec le soleil. Allez, à bientôt.